en avez peut-être entendu parler. Ça se passe à la ville frontalière de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Mais qu'est-ce que les phénomènes Bilanga? Ça date de quand? Et quelles sont ces incidences sur l'économie, la sécurité et voire même la cohésion nationale? On en parle ce soir avec Dieudonné Moïse, qui est membre du Conseil national du PPRD, en même temps communicateur du FCC et du PPRD. Bonjour, monsieur Dieudonné Moïse. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, vous êtes l'auteur d'une tribune « Tout savoir sur les phénomènes Bilanga à Kasumbalesa ». C'est quoi le phénomène Bilanga? Madame, merci pour l'invitation et également pour la question. Vous savez, le phénomène que l'on appelle aujourd'hui Bilanga, c'est un phénomène qui date depuis plusieurs années, il faut le reconnaître. C'est un phénomène qui a existé à la ville frontière de Kasumbalesa. Bon, autrefois, c'était encore la cité de Kasumbalesa. Oui. C'est à peu près à 100 km de route entre Lubumbashi et Kasumbalesa. Et lorsque vous avez traversé Kasumbalesa, vous êtes sur le territoire zambien. Et à cette frontière, il y a tous les services reconnus au niveau de la frontière. Et ces services opèrent tous les jours de manière légale, mais il s'est fait qu'il s'est installé depuis plusieurs années un phénomène qui a été dénommé, comme vous le dites, Bilanga. Bilanga, c'est un peu un vocable emprunté du Lingala, qui veut dire le champ. En Swahili, puisque nous parlons de Kasumbalesa, on dirait Mashamba. Et alors, le champ, pourquoi? C'est puisque on fait toujours allusion au fait que lorsque vous voulez vivre, vous devez fréquenter les champs. Quand vous avez été au champ, vous n'y rentrez pas vite, mais vite. Donc vous y rentrez toujours avec quelque chose. Et ce système s'est installé depuis un temps. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque vous êtes à la frontière au niveau de Kasumbalesa, vous avez la frontière avec l'entrée, la sortie légale, régulière, reconnue, où vous avez tous les services de part et d'autre, avec un terrain net au milieu. Comme c'est le cas pour tout. Comme c'est partout, comme ça se passe partout. Mais depuis un temps, depuis plusieurs années, les gens ont créé un détour. C'est un chemin de détour, c'est-à-dire un contournement des services, où à partir de la Zambie, vous pouvez prendre un chemin détourné pour sortir sur le territoire national, c'est-à-dire sur notre Congo. Échapper au et à ce moment-là, vous aurez échappé à tous ces services qui sont à la frontière. Et quand vous passez par ce chemin-là, vous n'êtes plus visible. Au niveau de la frontière, vous et tous ceux qui vous accompagnent. Si vous avez des biens, la même chose avec des biens ou des marchandises. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis un temps, les gens ont emprunté ce chemin-là. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent au niveau de la frontière, ils n'ont pas besoin ou ils évitent d'affronter l'administration fiscale congolaise, ils prennent ce chemin contourné pour sortir par Kasumbalesa. Et ce qui est aujourd'hui décrié, c'est quoi? Puisque la tribune, nous la faisons aujourd'hui, c'est sur base de ce que nous vivons maintenant comme difficulté au niveau de cette frontière depuis quelques jours. C'est que on y trouve maintenant un peu beaucoup plus les jeunes gens. Autrefois, c'était des jeunes gens, il y avait même des mamans, des papas, et ainsi de suite. Des commerçants le faisaient également. Mais maintenant, on y trouve un peu beaucoup plus de jeunes gens qui sont plus actifs pendant la journée et même encore plus actifs pendant la nuit. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes gens qui prennent ce chemin détourné vers la Zambie. Ils coopèrent avec les importateurs, ou si c'est à partir de la République démocratique du Congo, ils coopèrent avec les exportateurs pour passer par ces chemins détournés. Si c'est de la marchandise, ça passe par ces chemins détournés. Même des personnes peuvent passer par ces chemins détournés. Et alors, lorsqu'ils sont en contact avec ces importateurs ou ces exportateurs, ils leur proposent des tarifs totalement réduits. Un exemple, si c'est 100 $ au niveau de la frontière, ils viendront dire à l'importateur ou à l'exportateur avec qui ils ont négocié pour dire avec nous, vous pouvez payer 10 $. Et ça, c'est une aubaine pour... une aubaine pour ces gens-là. Oui, une aubaine pour ces garçons-là. Et ces jeunes filles, il y en a aussi, j'ai appris qu'il y a même des jeunes filles. Et alors, ils font ça tous les jours pendant la journée.
vous avez des véhicules entiers qui arrivent au niveau de la frontière Kasumbalesa, de l'autre côté de la Zambie, qui déchargent pratiquement tout ce qu'ils peuvent avoir comme charge. Vous avez des sacs, vous avez des colis, tout ce qu'il y a comme bagage. Et pendant la soirée, ça passe calmement, puisqu'à la frontière, on suppose qu'il n'y a presque plus de services opérationnels. Ils passent par ces chemins détournés calmement. Si c'est 10 véhicules, 20 véhicules déchargés au niveau de Kasumbalesa, du côté de la Zambie, peuvent passer se retrouver au niveau de Kasumbalesa, à la cité ou dans la ville, sans problème. Et là, nous avons compris que sur le plan d'abord de l'économie, c'est un crime économique. On en parlera d'ailleurs. Oui, c'est un crime économique, puisque ça cause un manque à gagner énorme pour la République démocratique du Congo. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui date de très longtemps, mais pourquoi l'État a laissé pourrir la situation? Pourquoi on n'en parle pas? Je crois que c'est une léthargie de nos services et de nos autorités, il faut le dire. Depuis un temps, on ne peut pas prétendre que c'est un phénomène qui vient de se créer, non, ça a toujours existé. Et cette léthargie a toujours existé également. On a laissé les gens opérer comme ça, puisque le mot bilanga, ce n'est pas une surprise pour tous les Katangais, s'il faut dire ça comme ça, ou pour tous les Louchois. Même quand vous êtes à Kasumbalesa, les gens savent que c'est là les bilangas. Et on voit les gens passer. Mais cette léthargie s'est créée depuis un temps où on a laissé les gens opérer comme ça impunément. Beaucoup de recettes perdues pour les trésors publics, comme je venais de le dire, vraiment un crime économique. Mais aujourd'hui, on en parle, puisque peut être ça la question. Pourquoi seulement aujourd'hui on veut en parler avec ampleur? On veut en parler avec ampleur puisqu'il n'y a pas longtemps, vous avez appris qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme et des cas à cause de ces bilangas-là. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il y a mort d'homme. Il y a toujours eu des tensions à cause de ces bilangas, puisque depuis un temps, il faut avouer que les autorités qui sont en place aujourd'hui et qui aspirent au changement à tout prix, puisqu'en principe, nous avons connu l'alternance pour ce changement. Et les autorités ont voulu imposer la discipline pour dire on doit fermer ces bilangas pour orienter tous les passages au niveau de la frontière. Oui. Mais comme vous savez, un phénomène qui s'est installé depuis des années, on n'y met pas une croix comme par baguette magique ou par revers de la main. Il faut des efforts. Et les jeunes gens qui vivent de ces champs-là, appelés bilanga, ils se sont constitués pratiquement comme en une base, qu'ils appellent eux-mêmes base bilanga. Donc une base des gens qui résistent à ces changements et qui pensent que si ce changement réussit, ils vont mourir de faim. Et vous comprenez, avec la situation que nous avons dans ce pays, les taux de chômage, les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas céder. Et c'est ce qui fait que depuis un temps, les gens résistent contre cette mesure. Et pour faire exécuter la mesure, les autorités s'appuient sur les services de l'ordre. Et les services de l'ordre, c'est notamment la police. Dernièrement, j'ai même appris qu'on a fait recours aux forces armées de la République qui ont même voulu occuper les lieux, c'est-à-dire les bilangas là, oui, pour dire, bon, s'ils occupent les lieux de jour et de nuit, donc il n'y aura personne qui va passer. Mais ça, comme vous le savez, ça peut créer des affrontements et c'est ce que nous avons connu dernièrement. Je crois vers la fin de la semaine passée, oui, et même au début, où il y a eu des échauffourées entre les services de l'ordre et ces jeunes gens. Mais il faut aussi le dire ouvertement, puisqu'il ne faut pas qu'on passe sur le dos de la cuillère. C'est que ces jeunes gens, vrais ou faux, se réclament tous maintenant d'un parti politique. Et pas n'importe quel parti politique, le parti qui est au pouvoir à la majorité aujourd'hui. Et ils se disent qu'ils sont membres de ce parti politique, ils ont lutté pendant longtemps pour le changement. Et nous avons suivi ça sur une vidéo dans leur meeting, où il y a un président qui monte sur un podium de fortune avec de masses autour de lui, où il dit nous ne pouvons pas quitter cette entreprise de bilanga, je l'ai dit d'ailleurs dans ma tribune, pour dire nous avons lutté pendant longtemps pour le changement dans ce pays. Maintenant que ce changement est là, et nous sommes là, nous sommes pratiquement abandonnés, nous n'avons pas de moyens pour vivre. Nous pensons que nous pouvons continuer cette entreprise de bilanga pour nous permettre de nous retrouver. C'est aussi notre façon de nous retrouver puisque d'une façon ou d'une autre, le parti ne sait pas nous prendre tous en charge et nous donner de parcelles où nous pouvons commencer à vivre. Et alors, lorsqu'il y a affrontement, ils brandissent cette étiquette-là. Ils disent, celui que vous avez tué, il est membre de notre parti. Nous, vous nous pourchassez, nous sommes membres d'un parti politique.
vous avez fait ceci, nous sommes membres d'un parti politique, et ça crée un problème. Ça crée un problème. Pourquoi? Puisque, même parlant de ce parti politique, qui aujourd'hui est au pouvoir, comme je vous dis, mais c'est ce parti qui devait, avec tous les autres partis de notre coalition FCC Cash, contribuer à ce que l'on puisse mobiliser le maximum de recettes, les canaliser de manière convenable vers les trésors publics, décourager le coulage des recettes et permettre à ce que la République ait suffisamment de moyens et permettre à ce que le président de la République puisse bien réaliser son programme ambitieux qui s'est fixé pour ce quinquennat. Et ce programme, il ne peut pas le réaliser s'il n'a pas de moyens. Donc c'est un peu comme un contraste, le comportement de ceux qui disent être d'un parti politique de la majorité et la tâche à laquelle le chef de l'État est en train de s'attacher, s'il faut dire ça comme ça. Hein, c'est une tâche importante qui lui permet, qui lui exige d'avoir beaucoup plus de moyens. Monsieur Dieudonné Mwenze, on va crever l'abcès. Vous parlez du parti au pouvoir, on sait que c'est l'UDPS. Et c'est vrai, on accuse aujourd'hui la jeunesse de l'UDPS d'être à la base de ce phénomène-là, mais pourtant ces mêmes pratiques-là, on les a vues aussi avec le jeune du PPRD. Non, il faut dire les choses clairement. J'ai dit que ce phénomène a existé depuis plusieurs années. Oui. Et lorsque ces jeunes gens, j'ai même parlé de maman et de papa qui opéraient dans ce secteur des Bilanga, étaient en train d'œuvrer normalement, il n'y avait jamais eu une connotation politique. Pour dire que tous ces gens qui œuvrent là, dans les Bilanga, sont de tels partis politiques. Non. Peut-être qu'il pouvait y avoir les gens d'un parti au pouvoir, comme vous le citez, le PPRD, comme ça pouvait être d'autres partis aussi qui ont été au pouvoir, puisqu'à ce moment-là, avant le PPRD, il y a eu d'autres partis au pouvoir, comme le MPR, même comme l'UNAFEC ou l'IFERI à son temps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la différence fait que ces jeunes gens qui opèrent se réclament être membres d'un parti politique. Et moi, je ne sais pas les confirmer comme vous le dites, puisque ça peut être même des jeunes gens qui ne sont pas membres de ce parti politique, voilà, mais qui veulent avoir ça comme une étiquette pour se protéger, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a la présidence de la République. Donc je ne sais pas confirmer, voilà, puisque je n'ai pas fait ce recensement. Mais quand ils parlent, ils disent qu'ils sont membres de l'UDPS. Ouais. Mais est-ce vrai qu'ils sont membres de l'UDPS? Je ne sais pas les confirmer. Ça, c'est à vérifier. Oui, je crois que c'est à vérifier. Pour l'UDPS. Donc aujourd'hui, dire que ce qui existe aujourd'hui a existé autrefois, en termes d'opérationnalité, c'est vrai, mais en termes d'étiquette de ceux qui opèrent, c'est la différence. Puisque ceux qui opéraient autrefois, c'était des fraudeurs, comme tout le monde, mais ici, les gens se réclament d'un parti politique. Je vous dis que vous avez suivi peut-être, vous êtes de la presse, une vidéo où un président dit « nous ne devons pas quitter ce milieu ». Il aurait même dit dans cette vidéo que nous ne quitterons que lorsque notre président intérimaire qui est à Kinshasa viendra nous le dire, c'est à ce moment-là que nous quitterons. Si c'est le maire de la ville de Kasumbalesa qui nous le demande, nous n'allons pas obtempérer. Si c'est le gouverneur de la province qui est à Lumbashi qui nous le demande, nous ne le ferons pas. Mais nous ne le ferons que lorsqu'il y aura une autorité du parti qui viendrait de Kinshasa et qui nous le dira, vous devez quitter. Mais vous devez aussi savoir que dans les partis politiques, il peut y avoir une organisation de chantage. Les jeunes gens peuvent s'organiser pour dire, nous sommes par exemple du parti, où nous voulons adhérer au parti, où nous venons d'adhérer au parti, on ne nous écoute pas. Créons une situation de chantage pour obliger la hiérarchie à venir nous rencontrer, puisqu'à ce moment-là, comme ils le disent, si c'est une autorité du parti qui quitte Kinshasa vers Kasumbalesa pour leur demander de quitter, je suis certain qu'ils lui diront, bien sûr nous acceptons de quitter, mais en échange, vous nous donnez quoi? Puisque nous n'avons pas du boulot, puisque nous n'avons pas de moyens pour vivre. Et là, ça devient un autre problème. Ça peut être aussi ça la démarche. Alors, cette situation fait-elle aujourd'hui de la ville de Kasumbalesa une ville hors gestion des autorités? C'est une ville où il y a maintenant beaucoup plus d'insécurité. Vous avez vu par exemple les images ce jour-là, lorsqu'il y a eu cette histoire d'un membre qui, eux disent, il est membre de l'UDPS, qui serait tué la nuit par des gens armés. Le matin, la frontière a été pratiquement infréquentable. Les véhicules, comme vous savez, à la frontière, tout le monde se réveille le matin à Lubumbashi, à Kipushi, même à Likasi, pour aller à Kasumbalesa, s'approvisionner. Les véhicules ont été tenus à distance, puisque ne pouvant pas s'approcher de la frontière, même les services n'ont pas opéré. Et vous avez vu les scènes de pillage
de vol, de violence, de ceci. Donc tout pratiquement a été pillé. Alors qu'il y a beaucoup de bureaux administratifs au niveau de la frontière. Tout a été considéré comme cible, tout a été pillé, mais même des services qui ne sont pas concernés. Et moi, je ne pense pas que, étant de la coalition FCC-Cash ou étant du pouvoir, nous puissions continuer à nous comporter comme ça pour détruire pratiquement tout ce qui appartient comme bien de l'État. Je crois que c'est contraire à ce que nous devons faire. Et ce n'est pas un État de droit, ce n'est pas de la démocratie. Alors aujourd'hui, on craint que cette situation puisse réveiller les vieux démons. Vous vous souviendrez, dans un passé récent, on va dire un passé aussi douloureux entre les Katangais et les Kassaïens, et ça risque même de mettre en mal la cohésion nationale. Oui, c'est pour cela que nous avons tenu à écrire cette tribune et même à la publier. C'est pour attirer l'attention de tous les décideurs au niveau national comme au niveau local, au niveau du Katanga ou du Haut-Katanga, mais aussi même au niveau international. Puisque quand ce genre de scènes douloureuses arrivent, ça concerne tout le monde dans le pays, même à l'étranger. Toutes les communautés internationales s'y intéressent et pensent que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ce que vous rappelez a été vécu vers les années 91-92. Et nous n'allons pas rappeler ça ici, c'est douloureux. Mais pourquoi? Puisqu'il y a eu cet affrontement entre les communautés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que nous avons tenu à demander aux autorités, à solliciter aux autorités, à agiter cette alarme, cette sonnette d'alarme pour dire attention, il faut que l'on veille sur cette situation. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, à l'intérieur de notre pays, même un peu comme en Afrique, nos partis politiques ont un peu une connotation tribale. Oui. Lorsqu'on parle des partis tels, on voit directement la tribu telle ou bien on voit la province telle. Oui. Je peux citer le cas par exemple de partis comme le Palou. Lorsque les gens parlent du Palou, les gens ont tendance à beaucoup penser que c'est beaucoup plus les gens de Bandundu. Lorsque vous parlez de l'UDPS, la même chose, les gens pensent que c'est un peu plus les gens du Kasaï. Quand vous parlez par exemple de l'UNAFEC ou autrefois de l'UFERI, les gens pensent que c'est un peu plus les gens du Katanga ou de l'ex-Katanga. Donc c'est un peu comme ça que vous avez des partis politiques au niveau du pays qui ont des connotations tribales. Et alors, lorsque cette scène arrive, par exemple, la personne tuée appartient à quelle province? Les gens s'interrogent. Vite, ils se rendent compte qu'elle appartient à cette personne, à la province X. Et lorsqu'on voit les gens intervenir pour réclamer ou pour contester la mort de cette personne, on se rend compte que c'est un peu beaucoup plus les jeunes d'une certaine province. Et lorsqu'on en attrape même quelques-uns, je crois que vous avez vu la vidéo d'un jeune monsieur que l'on a mis dans une camionnette de la police, mais il a passé tout son temps à pleurer dans sa langue maternelle, s'il faut appeler ça comme ça. Bien sûr, c'est une langue nationale, mais une langue d'un certain coin. Et pendant comme ça, 10 minutes, 15 minutes. Et alors, les gens se disent, ah bon, donc ceux qui opèrent sont de telles provinces. Bon, maintenant, lorsque l'on dit, nous ne pouvons pas quitter, un peu comme une manière de défier les autorités locales, notamment le maire de la ville de Kasumbalesa, c'est un fils du coin. Lorsqu'on dit, même le gouverneur de la province peut nous appeler, peut venir nous demander de quitter, on ne quittera pas. Mais c'est aussi un fils du coin. Donc à un certain moment, c'est comme si vous avez un groupe d'un certain coin qui défie un groupe d'un autre coin. Et l'autre coin, c'est quoi? Ce sont les gens qui sont de la contrée. Et alors, ça risque de créer un problème où les gens vont dire, non, ça n'est trop, ces gens-là, comment ils peuvent venir se jouer de nous? Bon, nous allons aussi les régler les comptes. Et je crois avoir vu même une vidéo un jour comme ça, on a vu les jeunes gens se réclamant aussi du Katanga ou du Haut-Katanga, dire ça n'est trop, nous on va s'occuper ou s'attaquer à tous ceux que l'on va voir sur une moto. Comme si tous les motards sont de la province du Kasaï. Donc voyez un peu tout ça, c'est ce que nous disons. Il faut éviter qu'on en arrive, il faut attirer la sonnette d'alarme, permettre à ce que la décision des autorités locales soit respectée. S'il faut quitter ce lieu-là, nous devons aider les autorités. Quitter ce lieu. S'il faut réclamer autre chose, nous pouvons réclamer autre chose, mais permettre à ce que l'on puisse renflouer les caisses de l'État, donner suffisamment de moyens aux responsables de la République et permettre à ce qu'ils puissent faire du bien pour nous tous, puisqu'il n'y aura pas un bien individuel lorsqu'il n'y a pas du bien pour tout le monde. Lorsque vous cherchez à avoir un bonheur individuel, vous ne l'aurez pas si à côté de vous, il y a des gens qui sont dans le malheur. Donc je crois que ce qu'il faut rechercher,
dans ce pays, c'est vouloir le bonheur de tous les Congolais. Et je crois que ça sera bénéfique aussi pour nous tous. Et donc, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Concrètement, moi, je voudrais que l'on puisse, les autorités du pays, au niveau national surtout, et appuyer les autorités au niveau provincial ou au niveau local, permettre à ce que cette décision soit appliquée sans faille et que l'autorité de l'État soit restaurée. Puisque ça paraît être un peu comme une jungle, ce qui n'est pas normal. Il est impensable que dans un état de droit, qu'il puisse y avoir des décisions des autorités du pays et que ces décisions ne puissent pas être respectées puisqu'il y a un groupe d'individus qui dit « niet à cette décision, nous ne devons pas la respecter ». Et là, ça devient une jungle puisque le pays ne peut pas fonctionner de la manière. Le pays doit fonctionner sur base des lois du pays et des règlements du pays. Et lorsque les lois disent « ici c'est une frontière », et tout doit passer par la frontière. Et à la frontière, il y a tel service et tel autre service, il faut respecter ces lois-là. Mais aller à l'encontre, ça serait défier l'autorité de l'État et ça nous plongerait dans une jungle puisque tout le monde se réveillerait un jour et ferait n'importe quoi pour dire il y a déjà un cas de jurisprudence, un antécédent et nous pouvons faire ce que nous voulons et personne ne fera quoi que ce soit. Les mêmes bilanga là risquent d'être créés un peu partout. J'ai vu ce qu'on a fait, par exemple, c'est un exemple que je donne. Oui. J'ai vu ce qu'on a fait dans le Congo central, je crois à l'époque du Premier ministre Batata, où l'on parlait aussi d'un autre phénomène un peu bilanga, s'il faut appeler ça comme ça, avec les importations et les exportations, avec notre République sœur d'Angola, ce qu'on a appelé l'oufou. Mais on a fait un effort pour qu'on place les services à ce niveau-là, qu'on puisse permettre à ce que toutes les recettes passent par les trésors publics, qu'on sensibilise tous les importateurs et les exportateurs pour dire votre marché là de fortune, ça ne peut pas exister comme ça, mais l'État voudrait ordonner et régulariser les choses pour que les choses se passent normalement et que les recettes soient canalisées vers le trésor. Mais là-bas, comme il y a déjà une frontière, ce qu'il faut c'est supprimer ces bilangas-là et permettre à ce que la frontière soit opérationnelle et puisse recueillir toutes les marchandises et les personnes comme il est prévu. Ok. Alors, on va aborder un autre sujet d'actualité qui fait polémique au pays. Il y a quelques jours, 13 personnalités, bon, pour le moment on va dire qu'il en reste 12, qui appellent à un consensus national autour des réformes électorales. On les a vus défiler chez le Premier ministre, chez d'autres personnalités politiques du pays. Vous, au FCC, vous avez même fait un communiqué pour vous insurger contre cette démarche. En quoi cette démarche dérange? Madame, vous savez, nous ne sommes pas contre les dialogues. Nous ne sommes pas contre ce système de voir les personnes se rencontrer, se parler. Et dans ce pays, nous nous sommes parlé depuis plusieurs années. Depuis la conférence nationale et souveraine, nous étions en train de nous parler. Et Sun City, on s'est parlé. Et il y a eu dernièrement les concertations nationales au Palais du Peuple, on s'est parlé. Il y a eu également vers 2015-2016, ce qu'on a 2016 d'ailleurs, ce qu'on a appelé le dialogue national à la cité de l'Union africaine et puis au centre interdiocésain au niveau de la CENCO. Donc nous ne sommes pas contre à ce que les gens se parlent. Mais nous pensons au niveau du FCC qu'il y a un temps pour tout. On ne peut pas continuer à se parler. Il faut qu'à un certain moment, on fasse arrêt, qu'on se dise, on sait beaucoup parler, mais puisque nous sommes dans un État démocratique, cet État qui veut aussi que des institutions démocratiques fonctionnent, laissons quand même la tâche à ces institutions de fonctionner. Aujourd'hui, nous avons, s'il vous plaît, je vais revenir à votre question, je sens qu'il y a une inquiétude. Aujourd'hui, nous avons des institutions démocratiquement établies. Et parmi les personnalités dont vous parlez là, il y en a d'ailleurs peut-être une dizaine qui sont des députés, donc qui sont des mandataires de la population dans des institutions de la République, notamment le Parlement. Donc ça veut dire que nous sommes quand même à un niveau où le pays est organisé en termes d'institutions et que ces institutions peuvent fonctionner. Mais lorsque nous entendons parler d'un dialogue, puisque vous parlez d'un consensus, ce consensus va se trouver dans quel format? Ils ne le cachent pas eux-mêmes, ils disent nous voulons un dialogue national. J'ai même appris que c'était un dialogue national électoral, ou je ne sais pas, des réformes électorales. Bon, vous comprenez qu'avec ça, ça doit nous inquiéter, puisque vous dites qu'est-ce qui vous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est ce déplacement malicieux d'un débat purement institutionnel
vers un autre milieu qui n'est pas institutionnel. C'est-à-dire vers un groupe informel, puisque vous parlez des 12 ou des 13, le groupe n'est même pas connu. J'ai entendu quelqu'un dire 13 personnalités, les autres ont dit 13 parlementaires, les autres ont dit bon, on 12. dit 13 personnalités parce que il y a tous des ne députés, sont pas des non-députés. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Donc on dit personnalité, mais il n'y a même pas un vocable commun. Donc c'est vous dire que nous sommes là devant un groupe informel qui fait de la récupération politicienne. Moi, je préfère dire ça comme ça. De la récupération politicienne pour dire, bon, nous sommes à des moments où les gens n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas commencé eux, ils ont attendu qu'il puisse y avoir des tractations, qu'il puisse même y avoir la désignation un peu contestée ou querellée du président de la CENI au niveau des confessions religieuses pour déterrer ce qu'ils avaient comme agenda. Et je pense que ce groupe doit avoir un agenda derrière lui. Alors, aujourd'hui, ici, ce débat-là, le déplacer de l'institution Parlement, puisqu'on sait que s'il y a des réformes au niveau de la loi électorale, ça peut toucher même la Constitution. On ne va pas s'arrêter là. Ça va toucher oui, la ça Constitution. va toucher. Donc, vous comprenez que le débat ne va pas s'arrêter au niveau de la loi électorale, ça va aller jusqu'à la Constitution, mais aussi ce sont des réformes sur l'organisation même et le fonctionnement de la CENI. Mais ce débat-là, il est purement un débat parlementaire. Eux-mêmes, là, ils sont déjà des parlementaires nombreux. J'ai parlé d'une dizaine. La question que vous me posez, qu'est-ce que nous craignons au FCC? Je crois qu'elle serait aussi mieux être posée au niveau de ces parlementaires, puisque c'est eux qui participent au débat. Moi qui vous parle ici, je ne participe même pas au débat. Nous, comme organisation privée, fait privé, FCC, nous ne sommes pas au débat, mais nous avons nos délégués là-bas. Mais parmi les personnalités là, il n'y a pas simplement l'opposition. J'aurais compris s'il n'y avait que l'opposition, puisqu'ils pouvaient peut-être dire qu'ils sont minoritaires au sein du Parlement, ils préfèrent faire entendre leur voix à l'extérieur de ce Parlement. Mais il y a ceux qui sont même de notre coalition. Il y en a même du FCC là-dedans. Il y en a même du cash là-dedans. Donc ils sont membres de la coalition FCC cash. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire cette discussion d'orientation au niveau de notre coalition d'abord, lever les options, trouver un consensus comme ils le disent, et donner des orientations à nos parlementaires qui sont d'ailleurs nombreux, plus de 330, et dire faites le débat et sur la loi électorale et sur la constitution éventuellement et sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI selon telle orientation, et nous vous soutenons en tant que parti politique ou formation famille politique. Bon, mais ce débat-là ne se fait pas, mais ils se sont constitués en un groupe difficile à être contrôlé, hein, puisque je peux vous dire que ceux qui sont là comme membres du FCC, le FCC ne les contrôle pas. Et ceux qui sont là comme membres du cash, j'ai appris que le cash ne les contrôle pas. Et n'en parlons même pas pour ceux qui sont là comme membres de la MOUCA. Et alors moi je dis, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Un peu comme disait un musicien dans ce pays, qui est derrière vous? Mais qui est derrière ces gens-là? Puisque nous connaissons comment les officines fonctionnent dans ce pays. Et le pays n'a pas simplement d'amis. Le Congo a beaucoup d'ennemis. Monsieur Dieudonné Wenze, je vais quand même rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Dans ce pays, vous l'avez dit, c'est une tradition le dialogue. Oui, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas limiter le nombre de dialogues qu'il peut y en avoir au pays. Il peut y en avoir autant si le besoin. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, pourquoi? Je n'ai pas dit le contraire, je n'ai pas dit qu'il n'y aura jamais de dialogue dans ce pays. Non, vous dites que non, c'est ça suffit. Nous sommes des personnes. Non, j'ai dit simplement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour marquer l'arrêt pour ce qui concerne les dialogues, mais s'occuper aussi des autres. Puisque ces dialogues-là, madame, il faut qu'on en parle. Est-ce que ces dialogues-là, c'est pour le bonheur du peuple congolais? Il faut quand même, s'il vous plaît, c'est important. Est-ce que c'est vraiment pour le bonheur du peuple congolais? On s'est retrouvé à la conférence nationale. On a dit qu'on parle pour les Congolais. Mais in fine, vous avez vu quoi? C'était le partage des postes. On ne peut pas dire le contraire. Les Congolais, peut-être comme vous, comme moi, nous ne sommes pas retrouvés dans ce partage après la conférence nationale. Après ça, on s'est retrouvés à San City, en Afrique du Sud. On a dit quoi? On parle pour le bonheur du Congolais. Le bonheur du Congolais, ça n'a été que la réunification du territoire national. Mais le reste à la fin, c'est quoi? Quand vous prenez ce qu'on a appelé l'AGI, l'accord global et inclusif. Mais à la fin, c'était des tableaux et des listes où les gens se partageaient. Ça, c'est la composante RCD, KML, RCD ceci, RCD cela, gouvernement, MLC, ainsi de suite. Les gens se sont partagés les postes. Et lorsqu'il y a eu d'autres dialogues, nous parlons de ce qui a été récent, c'est-à-dire les concertations nationales.
au palais du peuple. On nous a fait même comprendre qu'il n'y aura pas partage. C'était à quelques mois de la fin des élections. Donc, ce que vous craignez aujourd'hui, c'est le partage. Non, on ne craint pas le partage. On pense simplement que les gâteaux vont se rétrécir. Non, mais nous, si vous parlez de moi comme FCC, nous n'avons jamais craint ça puisque le gâteau est déjà rétréci. Nous n'avons plus le gâteau qu'on avait en 2010 ou en 2015. Nous n'avons plus ce même gâteau. C'est vous dire que nous ne craignons pas ça. Nous disons simplement que pour cette stratégie-là, on sait qui en sont bénéficiaires. C'est nous les politiques. C'est nous. Et tous ceux qui sont derrière cette histoire-là, c'est le partage de postes. Même si eux, ils ne l'ont pas dit. Hein? Non, mais est-ce qu'on l'avait dit lors de la conférence nationale, s'il vous plaît, madame? On l'avait dit. Est-ce qu'à San-Site, on avait dit qu'on allait partager les postes? Quand on a eu les concertations ici, où les gens ont juré pour dire non, pas question, on n'aura rien. Puisqu'en principe, les participants nombreux, c'était déjà des parlementaires. À la fin, vous n'avez pas vu les gens adhérer à des partis politiques, à des nouveaux partis politiques et même être des ministres. Lorsqu'on a parlé de 2 dialogues, que ce soit la Cité de l'Union africaine ou la CENCO, est-ce qu'on nous a dit qu'on allait partager les postes? Les gens ont dit nous allons baliser le chemin pour les élections. On se retrouve pour que, si les élections ne se sont pas tenues en 2016, qu'elles se tiennent incessamment dans de bonnes conditions. Et nous avions cru tout ça, cela. Mais à la fin, vous avez vu les textes. Il y avait des tableaux à la fin. Celui-ci prend ça, celui-là prend ceci, celui-ci prend ceci. Et si nous faisons aujourd'hui ce même dialogue, vous allez vous en rendre compte et vous me donnerez raison demain, qu'à la fin, ça sera les postes. Et les mêmes là, parmi les personnalités, les groupes là, ce sont les mêmes qui vont prendre des postes. Je suis politique, madame, et je ne veux pas parler des choses indécentes ici devant votre caméra. Alors, donc c'est vous dire que, oui, surtout pas. C'est-à-dire, c'est vous dire que parmi les gens qui sont dans cette mouvance-là de ces dialogues, il y a ceux qui nécessairement recherchent quelque chose. Ils en ont peut-être recherché hier sous un autre format. Ils n'en ont pas trouvé, mais aujourd'hui, ils cherchent un peu comment ils peuvent en avoir. Et qui sont derrière eux? Même s'ils se disent députés, certains, qui sont derrière eux dans cette démarche, ils sont pratiquement isolés. Donc c'est vous dire que nous sommes là devant pratiquement une recherche d'un bien privé, d'un bonheur privé, mais qui n'a rien à faire avec le peuple congolais. Vous avez dit qu'ils sont en train de sillonner partout. Vous voyez comment ils sont très actifs. Et ils ne sont pas actifs pour rien. Hein. Je connais les politiques, puisque moi-même politique. Donc quand vous voyez des politiques très actifs comme ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Et ils sont en train de toquer à toutes les portes pour qu'ils mobilisent tout le monde à adhérer à leur schéma. Et s'il y a un dialogue, rassurez-vous. S'il y a un dialogue, rassurez-vous, les mêmes personnes seront récompensées. C'est seulement ça. Et nous disons chez nous au FCC que cette histoire ne peut pas passer. Même des discussions des réformes électorales qui vont aller dans le sens de dire qu'il faut distraire l'opinion, même dans le sens d'aller faire un glissement, puisque nous entendons parler d'un glissement. Nous avons dit, niet, ça ne peut pas aller comme ça. Il faut que le pays soit géré, que l'on puisse s'attaquer aux problèmes importants de la population, le vécu quotidien qui est secoué dans tous les sens, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et même sur le plan politique, pour que les Congolais puissent se sentir à l'aise. Ils ont voulu le changement à cause de ça. Ils ont voulu l'alternance politique à cause de ça. Et si cette alternance a eu lieu, c'est pour permettre à ce que les Congolais se retrouvent. Je parle bien du Congolais là-bas. Mais si ça doit être toujours nous les politiques, je crois que ça ne sera pas bien. Monsieur Dieudonné Moïse, tout à l'heure, vous disiez que s'il y a des questions à débattre autour des réformes électorales, ça doit se faire au niveau des institutions, notamment au Parlement. Mais vous savez, les climats qui règnent là-bas au Parlement, la minorité qui est là-bas n'est pas écoutée. Je vais vous rappeler les cas de l'entérinement de Ronsard Malonda. Vous n'avez pas tenu compte des députés de l'opposition. Les lois Mina Kusakata, vous avez vu ce qui s'est produit. Et donc, on estime aujourd'hui que les cadres n'est plus approprié. Non, madame, je crois qu'il faut dire les choses clairement. Et ça, c'est ce que nous appelons le principe démocratique. En toute démocratie, il se dégage toujours sur beaucoup de questions de discussion, une majorité d'un côté et une minorité de l'autre. Toujours. Et ça, c'est le principe démocratique. Ce n'est pas nécessairement l'unanimité. Donc, il y a toujours ceux qui disent oui, mais il y a aussi ceux qui disent non. Même s'ils sont majoritaires, mais ils sont minoritaires plutôt, il faut savoir les écouter. C'est ce que nous disons, la dictature de la majorité. Ceux qui sont majoritaires imposent leur point de vue. C'est cela la démocratie. Mais dans les élections, c'est quoi? Les élections, lorsqu'on dit tel est passé président de la République,
tel est passé député. Ce n'est pas dire que tout le monde a voté ce monsieur-là. Il y a ceux qui ont voté les autres, mais qui se sont retrouvés minoritaires. Et lorsque vous avez été voté par une minorité, vous ne passez pas député, vous ne passez pas président de la République. Lorsque la CENI dépouille les voix, les urnes, vous voyez ce qui se passe. Chacun a toujours quelques voix. Mais la loi de la majorité, c'est le fait que ceux qui sont majoritaires triomphent par rapport à ceux qui sont minoritaires. Et aujourd'hui, quand vous évoquez le cas du Parlement, ce qui se passe là-bas n'est pas anormal. C'est cela la démocratie, la respiration de la démocratie. C'est permettre à ce qu'il puisse y avoir ce débat démocratique, le débat contradictoire, mais qui permet à ce que l'on trouve toujours une solution. Vous parlez des lois Minapo et Sakata. Bon, on a dit beaucoup de choses autour de ça. Il s'est passé tout ce que nous connaissons qui s'est passé. Mais est-ce que ça n'a pas apporté quelque chose? Dites-moi si ça n'a pas apporté quelque chose. Je crois que ça a apporté quelque chose puisque ces lois n'ont pas été adoptées. Ça n'a même pas été débattu convenablement, à part le débat au sein de la commission PAJ. Donc c'est déjà une démarche qui permet à ce que, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez user de cette voie-là au sein du Parlement pour dire quelque chose. Vous parlez de Ronsard. Bon, c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais aujourd'hui, est-ce que ce cas-là, les gens n'en parlent pas? Les gens en parlent toujours. Ce n'est pas nécessairement un forcé. Et je voudrais vous dire, madame, que les députés dont vous parlez ou auxquels vous faites allusion sont les députés de l'opposition. Vous le dites bien. Mais je vous ai donné l'exemple que ceux qui sont dans ce groupe-là ne sont pas nécessairement de l'opposition. S'ils étaient de l'opposition, on comprendrait. Mais il y en a même les gens de la coalition FCC Cash. Et au sein du Parlement, vous connaissez le nombre de députés FCC Cash. Ceux qui ont investi le gouvernement, ce sont les mêmes députés avec leurs collègues. Mais pourquoi ils peuvent craindre ces réformes-là au sein de cette forte coalition et se soustraire en un petit groupe de 10? Puisqu'à 10, ils ne feront rien. Mais alors qu'ils quittent un groupe important de 330, de même plus de 330. Mais je parle de ceux-là que vous connaissez. Mais pourquoi ils quittent ce groupe important de 330 où ils peuvent imposer leur voix? Peut-être qu'ils ont compris qu'il ne s'agit pas ici d'imposer, mais d'arriver à trouver un terrain d'entente. Mais le consensus, c'est celui-là, je vous ai dit. Il ne s'agit pas nécessairement d'imposer. Il faut trouver un consensus, je suis d'accord. Mais ce consensus, c'est ce que je vous dis, ça peut être recherché au sein de nos familles politiques, voilà, au sein de notre coalition, puisque nous savons que nous sommes à plus de 330. Si nous nous accordons sur un point de vue au sein de la coalition, nous pouvons faire passer ça au sein du Parlement. Et au niveau de la coalition, nous parlons tous les jours. Le président de la République l'a dit à Brazzaville. Bientôt, les négociations ou les pourparlers vont commencer entre ceux qui sont dans le comité de suivi. Jusqu'aujourd'hui, ici, ils se parlent. Mais pourquoi on ne peut pas ramener ce débat-là là-bas? Et on veut faire un débat à part où vous n'avez ni cash ni FCC. Alors, non, tout ça à l'heure, devient malin. Vous disiez que vous ne voulez pas du glissement, pas question de glisser, mais ça étonne quand même que ça vienne de vous. Quand j'ai dit vous, du FCC, je vous rappelle qu'on a eu à glisser en 2016 et on a eu les élections 2 ans plus tard. Je suis d'accord, madame, nous avons eu à glisser. Les élections qu'on attendait en 2016, on ne les a pas eues en 2016. Nous les avions eues en 2018, soit 2 ans après. Mais c'était pour quelles raisons? C'était pour des raisons évidentes. Il faut qu'on rappelle ça à l'opinion. Ces raisons sont connues. Vous êtes de la presse, je sais que vous avez une idée sur ces raisons, mais vous me posez peut-être la question pour éclairer l'opinion de vos téléspectateurs. Oui, je comprends. Vous voulez éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Ils savent bien qu'il y avait des raisons évidentes. La première raison, c'est que dès qu'on a fini les élections de 2011, le premier gouvernement prend les affaires en 2012, une guerre s'est éclatée à l'Est. Je parle bien d'une guerre classique avec les M23. Et lorsqu'on veut mener une guerre, il faut des moyens. Une guerre, on n'y va pas avec des cacahuètes dans les poches. On y va avec de l'argent pour avoir des munitions, avoir des armes et pouvoir entretenir les troupes qui sont au front. Donc tout l'argent que nous devions avoir pendant ce temps, nous avons fait à peu près 2 ans. De 2012 à 2013, on avait les M23 sur notre dos. C'était une raison pour dire de l'argent que l'on peut affecter à l'organisation des élections, on les a affectés à autre chose. Mais en dehors de ça, rappelez-vous que lorsque l'on s'approchait des élections en 2016, il y a eu des rencontres ici entre la CENI, l'opposition et la majorité à son temps. Et la majorité à son temps, c'était la MP, la majorité présidentielle. L'UDPS dont on parle aujourd'hui, ou l'UNC, les gens qui sont dans le cash, étaient encore dans l'opposition, autour de la CENI pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour affronter les élections de 2016. Tout le monde s'est accordé sur une chose, qu'il faut faire quoi? Il faut actualiser le fichier électoral
puisqu'il y a des nouveaux majeurs. Ceux-là qui n'étaient pas majeurs en 2011 deviennent majeurs en 2015, en 2016. Et s'il faut avoir les élections en 2016, il faut un fichier actualisé. Et nous avons même demandé un audit, vous vous rappelez, avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a conclu à quoi? Qui a conclu qu'il faut nécessairement actualiser le fichier électoral. Et l'OIF a été appuyé dans cette démarche par, je crois, le NDI et d'autres organisations internationales. C'est ce qui a fait que nous avions tous accepté que la CENI puisse procéder à l'actualisation du fichier électoral. Et les opérations ont commencé, je crois, vers l'année 2017, et puis finalement ça s'est terminé en 2018. Et en 2018, nous avons eu les élections avec les nouveaux majeurs, puisqu'on tenait à ce que ces Congolais puissent jouir de leurs droits civiques, d'élire leurs dirigeants. Les causes que vous évoquez... Et s'il vous plaît, je termine. Pour en arriver, nous avons fait quoi? Nous nous sommes accordés en tant que force politique à l'intérieur du pays. Opposition et majorité. Lisez l'accord de l'Union africaine. Lisez l'accord de la CENCO. Nous étions tous d'accord que c'est impossible, nous constatons que c'est impossible de ne pas organiser les élections en 2016. Nous devons avoir besoin de nouveaux majeurs et nous devons actualiser notre fichier électoral. Et pour ça, nous devons avoir une petite transition. C'est pour cela que nous avons parlé d'un comité de suivi de l'accord de la CENCO, où nous avons dit pendant 2 ans, nous sommes là, et d'ailleurs c'était au départ 1 année, avec possibilité d'être prolongée, et nous avons dit pendant ce temps, nous puissions avoir une sorte de transition, où vous avez vu les gens de l'opposition gérer avec les gens de la majorité. Puisque voilà, la gestion n'était plus à la majorité jusqu'à ce qu'on ait eu les élections. Ça, c'était concocté et arrangé. Mais ce dont on nous parle aujourd'hui ne tient pas la roue, madame. Est-ce qu'il y a une raison aujourd'hui, déjà 1 année après? Ils évoquent d'abord la Covid-19. Je vais vous informer, peut-être vous le savez, aux États-Unis, Trump déjà demande aussi que les élections soient reportées à cause de la Covid-19. Vous parlez de l'insécurité, mais la situation n'a pas changé. Plusieurs postes frontaliers du pays sont attaqués par des forces... Il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas que l'on soit... Et puis il y a des choses qui ont été laissées en suspens. Le recensement, par exemple, ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il ne faut pas que l'on tombe dans ces pièges. Ça, c'est une distraction. Une distraction, pourquoi? Puisque aujourd'hui, ici, nous n'avons pas de leçons à avoir des États-Unis d'Amérique, puisque vous le dites d'ailleurs que c'est une projection, ce n'est même pas confirmé. Mais déjà à l'intérieur de notre continent Afrique, il y a déjà eu des élections. Vous avez vu les changements au niveau du Burundi. C'était quand? C'était en pleine Covid. Nous étions dans la pandémie. Et il y a eu changement au Burundi. Vous avez suivi les élections au Mali, par exemple. Nous n'allons pas ailleurs. Soyons d'abord dans notre continent, puisque nous avons nos réalités en tant qu'Africains. Au Mali, il y a eu élection, mais pendant la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, on peut dire qu'on n'aura pas des élections, puisqu'il y a eu la Covid? Puisque la Covid est en train de rester derrière nous. Est-ce que de plus en plus nous avions l'état d'urgence, nous n'en avons plus? Est-ce que vous pensez que jusqu'en 2023, on aura la Covid? Quelle prophétie de malheur pour le pays. Donc on n'en aura pas. C'est vous dire simplement que ça, ce sont des faux fuyants. Ce n'est pas une raison. Nous parler par exemple de l'insécurité. Mais cette insécurité dont on parle là a existé même en 2018. Même en 2016, quand les gens de l'opposition autrefois, même ceux qui sont avec nous aujourd'hui à la majorité, réclamaient les élections en 2016, il y avait insécurité. En 2018, quand nous avions les élections, rappelez-vous qu'il y a des coins qui n'ont pas organisé les élections le même jour avec tous les autres coins, puisqu'il y avait insécurité. Et là, nous parlons d'une guerre qui n'est pas classique. Ça, c'est une guerre asymétrique. Ici, moi, si j'ai évoqué 2012 et 2013, c'était des guerres classiques avec le M23 identifié comme tel. Mais s'il faut ne pas organiser les élections à cause de cette insécurité, c'est que le Congo n'aura jamais des élections. Puisque même en 2006, même en 2011, quand on a eu des élections, on avait toujours l'insécurité dans ce pays. Et pourquoi ne pas résoudre ce problème d'insécurité? Donc je crois que ce n'est pas une raison. Je termine par une autre raison que vous avez évoquée. Le recensement n'est pas suspensif des élections. On ne peut pas suspendre des élections puisqu'on veut faire le recensement. Et puis le recensement, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas faire le recensement aujourd'hui? On attend quoi? Puisqu'il faut le faire. Vous pensez qu'on peut recenser pendant 3 ans ou pendant 2 ans? Il faut des moyens. Non, oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons eu les élections en 2006, en 2011, en 2018, sans recensement. Mais ce n'est pas pour autant que ces élections ont été plus mauvaises ou n'ont pas de valeur.
Si nous disons qu'elles n'ont pas de valeur, c'est que même les autorités qui existent aujourd'hui n'ont pas aussi de valeur. Non, ce sont des autorités légitimes. Nous avons eu des élections sur base de la carte d'électeur. Il y a eu recensement de ceux qui doivent contribuer ou qui doivent participer aux élections. Et on l'a fait. Mais si ça doit être ça qui doit être fait, puisque nous n'avons pas de moyens comme vous l'évoquez, ou nous n'avons pas de temps matériel, on peut le faire et avoir des élections dans le délai. Donc chez nous, au FCC, nous l'avons dit et nous persistons. Il n'y aura pas de glissement en 2023. Il faut que les moyens soient provisionnés déjà à partir d'aujourd'hui dans le budget. Je ne sais pas si dans le budget 2020 il y en a eu, puisqu'on nous a parlé de 11 milliards de dollars US, mais finalement le FMI est venu nous prouver le contraire, que nous devrions être autour de 5,5 milliards de dollars US comme budget national. Donc est-ce qu'il y en a eu? Il n'y en a pas eu. S'il y en a eu dans le budget de 11 milliards US, dans le budget de 5 milliards et demi, il y en a eu combien? Je ne sais pas. Donc c'est vous dire qu'en 2021, nous avons demandé chez nous au FCC que nos députés qui sont au Parlement, je parle des députés et sénateurs, ne devront voter un budget que lorsqu'ils verront de manière claire des lignes budgétaires qui donnent des moyens pour l'organisation des élections. C'est maintenant que nous devons commencer. Nous ne devons pas attendre pour qu'on nous dise que c'est déjà tard. S'il n'y a pas de lignes claires là-dedans, nous savons que le Parlement c'est l'autorité budgétaire, ils vont se créer des lignes. S'il faut faire de coupes sombres, ils feront de coupes sombres dans les autres lignes de crédit pour qu'on ait des moyens déjà en 2021, les moyens pour l'organisation des élections. Si nous les avons en 2021, en 2022 et en 2023, vers la fin, on peut avoir les élections. Donc il n'y aura pas de glissement, que les gens ne les disent pas. Parce que j'entends les gens dire pas question en 2023, les gens disent 2006, 2007. Bon, ils peuvent citer même 2100. Qu'ils disent même 2000. La roue tourne. Oui, qu'ils parlent même de 3000, dans l'an de 3000. La roue tourne, ça vous rattrape. Oui, non, ça ne nous rattrape pas. C'est-à-dire, le cas que nous avons vécu en 2016 et en 2018 n'est pas le même que le cas d'aujourd'hui. Et madame, s'il vous plaît, d'ailleurs, ça fait même pitié, même honte que l'on en parle aujourd'hui, même devant vos téléspectateurs, que lorsque le peuple congolais vous a donné un mandat de 5 ans, vous ne gérez qu'une année et après vous commencez à parler d'un glissement alors qu'il y a encore à peu près 3 ans et demi devant nous. Mais ça veut dire quoi? Puisque même lorsque on en a parlé en 2016 et en 2018, on n'en a pas parlé en 2012, après les élections de 2011. On en a parlé lorsqu'on s'approchait de l'échéance électorale 2016. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à en parler, d'ailleurs vers fin 2015. Mais ici, nous en parlons en 2020 pour des élections qui vont s'organiser en 2023. Mais c'est-à-dire qu'il y a un plan mafieux, un peu comme une escroquerie qui se planifie pour que nécessairement on ne puisse pas avoir des élections. Et nous, ça nous interpelle et nous disons au FCC, ça ne passera pas. Il faut qu'on ait des élections en 2023. Monsieur Dieudonné Moïse, merci de nous avoir rendu visite. C'est à moi de vous remercier, madame, pour l'invitation. Moi, je vous dis merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo, parce que cette émission est également suivie à la radio sur notre fréquence 106.5. Je vous fixe rendez-vous pour un autre numéro du magazine Entretien dans les tout prochains jours. Merci. Merci.